à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Où sont les hommes? Le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous apporte un retour bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Mathieu Gilquin, qui est le cofondateur de 37 degrés. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Déby, avec plaisir. Merci, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Plaisir partagé. Comme à l'accoutumée, comme tous nos autres invités par le passé, je vous laisse vous présenter. Quel est votre parcours, justement, les études que vous avez entreprises, les expériences aussi passées avant justement de cofonder 37 degrés. La parole est à vous. Merci. Donc me présenter, donc en quelques mots, je suis père de deux enfants, j'ai 36 ans, je suis donc un homme cis hétéro, en l'occurrence, en couple. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce également. D'accord? J'ai commencé ma carrière en faisant du conseil en stratégie, donc pendant quelques années. Donc l'objectif, c'était de toucher, on va dire, à différents secteurs, de me former dans un cadre assez structuré. Voilà. J'ai aussi une petite expérience en début de vie professionnelle en banque d'affaires, donc un peu en banque commerciale, et puis aussi à la Banque mondiale, où là j'ai fait pendant une année de l'aide au développement, où j'habitais à Bamako, Ok. et j'ai travaillé du coup sur l'analyse de projets agricoles et de projets agro-industriels, on va dire plutôt. Euh, donc voilà. Après ça, je suis retourné donc dans le conseil en stratégie chez McKinsey pendant quelques années. Voilà, quand j'ai commencé à passer les premiers grades et à monter en seniorité, j'ai voulu plutôt aller travailler dans une entreprise où je serais sur un projet plus sur du long terme, on va dire. Et j'ai rejoint Innovafeed. Donc Innovafeed, c'est une scale-up qui fait l'élevage et de la transformation d'insectes D'accord. pour la nourriture pour, euh, pour animaux dans un premier temps, et peut-être un jour pour les humains à l'avenir. Euh, Où là j'ai eu un poste assez différent du coup de ce que je faisais par le passé, où j'étais vraiment ingénieur pour le coup, principalement. Enfin, le plus gros de mon temps là-bas, j'ai dirigé des petites équipes d'ingénierie pour construire des morceaux du process, dans un premier temps plutôt sur la partie élevage, et, euh, et dans un deuxième temps, du coup, plutôt sur la partie process de transformation. Donc avec, on va dire, des sujets du coup qui étaient assez différents, même si le métier du coup d'ingénieur, lui, était le même pendant tout mon passage chez Innovafeed. Et après du coup quelques années, donc j'ai passé à peu près 5 ans chez Innovafeed. D'accord. J'ai eu l'envie de monter mon propre projet. Donc il y avait à la fois la volonté d'entreprendre en tant que tel, mais aussi plutôt le fait d'être confronté à un sujet qui lui-même m'a donné envie de faire quelque chose pour que ce sujet se développe. Et j'ai du coup, cofondé donc 37 degrés. Donc 37 degrés, c'est une entreprise qui enfin, on a développé avec 37 degrés un moyen de contraception pour les hommes, donc un sous-vêtement, un boxeur, qui permet aux hommes de mettre en œuvre une contraception testiculaire. Donc, j'ai rencontré, un petit peu avant de cofonder cette entreprise, j'ai rencontré Gaël Burclay, qui est mon associé sur ce projet. Et donc, ensemble, elle et moi, on a créé la société il y a maintenant un peu moins d'un an. Et ça fait plutôt un peu moins de 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même très particulier. Comment est venue l'idée en fait? Est-ce qu'il y a eu peut-être il y a peut-être une histoire derrière tout ça? Ouais, bah alors, enfin, donc Gaël a elle sa propre histoire, hein, qui l'a mené à ce sujet, et effectivement moi j'ai la mienne. De mon côté, j'ai été confronté à la contraception. Enfin, je pense, bon, comme beaucoup de monde, hein, enfin, en tout cas Ouais. beaucoup de monde qui ont des relations hétérosexuelles. C'est pas une question où enfin, c'est une question que j'ai abordée de manière, on va dire, assez simple, parce que Mmh. la manière dont j'avais été éduqué, ou ce que je voyais autour de moi, ou enfin, même je pense probablement la manière dont on devait en parler, enfin, au collège, et ensuite, enfin, au lycée, même pendant les cours d'éducation à la vie sexuelle, c'est
principalement en présentant des moyens de contraception féminines. Et même globalement en France, la manière dont la contraception est abordée en général, c'est quand on a une relation, pendant les premiers mois, il y a l'utilisation d'un préservatif, Oui, et principalement du coup là pour des questions de protection MST, IST, et quand le couple se stabilise, on va dire, on va mettre en œuvre des moyens de contraception plus long terme et qui sont généralement des moyens de contraception féminins. Et donc, voilà, donc moi je considérais que c'était naturel que ma compagne mette en œuvre une contraception féminine, et donc prenne la pilule en l'occurrence, ce qui était, enfin, ce que j'avais vu plutôt autour de moi et qui me semblait du coup normal. Bon, elle, c'était pas forcément du tout ce qu'elle avait envie de faire, donc en l'occurrence, c'est même pas ce qu'elle a fait. Et donc, c'était plutôt un sujet ouais, de désaccord, un peu de tension un peu entre nous même. Il se trouve que on a vécu ensemble du coup une grossesse non planifiée, enfin non, même non désirée à ce moment-là, ok, qui s'est terminée d'elle-même en l'occurrence. C'est quand même un événement qui est assez marquant aussi, on va dire, oui, clairement. dans la vie d'un couple et dans la vie d'une personne. Par la suite, en fait, enfin, quelques années après ça, c'est ma compagne, en l'occurrence, qui m'a offert une bande dessinée qui s'appelle Les Contraceptés. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, Bah, je ok, recommande en tout cas la lecture, qui est écrite par deux journalistes. Donc c'est une bande dessinée enquête sur le sujet justement de la contraception masculine et en particulier de la contraception thermique, dont on reparlera pour 37 degrés plus particulièrement. Et du coup, bah, en gros, avec cette bande dessinée, j'ai découvert que il y avait des hommes qui s'étaient posé la question de la contraception et qui avaient pu mettre en œuvre une contraception à l'échelle personnelle, on va dire, et du coup faire en sorte de faire baisser leur fertilité et voilà, et d'être contracepté. Ça a eu un écho quand même assez fort parce que je me suis dit, bah, en fait, enfin, avec ce qu'on a vécu, enfin, avec ce que j'ai décrit jusque-là, bah, je m'étais jamais posé la question de moi, est-ce que je peux trouver quelque chose pour du coup ouais, moi-même prendre cette charge. Euh, et bon, c'est quand même une incohérence relativement forte, on va dire, par rapport aux valeurs que je pense avoir ou à ce que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie. Donc là, en l'occurrence, sur ce sujet, j'avais vraiment laissé la charge, considérais que c'était pas mon sujet, et si j'avais fait des recherches sur internet, où j'aurais pu tomber sur ce sujet avant. Donc bon, là c'est vraiment bon, déjà voilà, ça planté je pense une première graine. Ensuite en l'occurrence il se trouve qu'on cherchait à ce moment-là à avoir un enfant, donc en l'occurrence c'était notre deuxième enfant qu'on cherchait à avoir, donc c'était pas du tout le moment de mettre en œuvre cette contraception, donc ouais, c'est resté dans un coin de ma tête. Et un jour, du coup, enfin, une fois la grossesse en cours, en fait, donc un peu plus tard, j'ai à nouveau entendu parler du sujet et je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est peut-être le moment de mettre en œuvre cette contraception. Et donc, j'ai beaucoup plus creusé le sujet. Donc, j'ai découvert donc, l'univers de la contraception thermique, un univers surtout des associations qui sont aujourd'hui on va dire, qui entretiennent ce sujet et qui permettent à des hommes, du coup, de mettre en place cette contraception. Bah, j'ai découvert qu'il y avait donc à la fois beaucoup d'hommes qui mettent en œuvre cette contraception, mais à la fois un parcours qui est quand même pas hyper simple, parce que c'est des contraceptions qui sont pas reconnues par les autorités de santé. mhm, Donc, trouver des médecins pour être accompagné, c'est pas forcément si évident. Et les dispositifs pour les mettre en œuvre sont quand même souvent assez bricolés et pas forcément hyper attrayants. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que, bon, peut-être qu'il manque un peu une brique à cet écosystème qui fait vivre la contraception thermique, qui est justement une brique un peu entrepreneuriale. Parce qu'il y a donc des associations qui poussent le sujet, il y a des médecins qui, dans leur coin, poussent le sujet. Mais là, on parle du coup vraiment de développer un moyen de contraception qui puisse être utilisé par tout le monde et développer un dispositif qui permet de mettre en œuvre cette contraception. Et c'est un projet d'entreprise, en fait. Et il n'y a pas vraiment de personne qui l'ait porté jusqu'à présent avec cet angle, ou en tout cas qui ait réussi à le porter au bout avec cet angle-là. Voilà. Et moi, avec mon parcours, je ne suis pas médecin, mais avec mon parcours plutôt d'ingénieur, avec un bagage business et un passage dans une start-up du coup assez long, je pense que j'ai un certain bagage qui me permettait de porter du coup ce projet. Et j'ai rencontré du coup à ce moment-là à peu près Gaël, qui de son côté donc est designer textile, qui avait aussi été confronté donc au sujet de la contraception, alors forcément avec un prisme un peu différent du mien, mais qui avait aussi été très séduite par le sujet de la contraception thermique et qui avait décidé pendant son diplôme de fin d'études de travailler sur le sujet et de développer du coup, de
créer un boxeur qui permette de mettre en œuvre cette contraception. L'idée du boxeur en tant que tel me plaisait quand même pas mal, le fait de se dire qu'on peut intégrer cette contraception dans le vestiaire masculin, se dire que la gestuelle pour mettre en place la contraception, c'est juste mettre son sous-vêtement le matin et l'enlever le soir. Donc finalement, c'est quand Exactement. même assez simple. Alors, faut pas pousser à l'extrême dans le sens où je veux dire, j'espère que les hommes seraient prêts à faire des efforts pour mettre en œuvre une contraception, mais là, on a quand même moyen de simplifier beaucoup les choses et d'en faire vraiment un geste presque anodin, quoi. Donc l'idée m'a plu, enfin, et donc on a décidé ensemble de pousser ce projet avec de son côté vraiment la casquette produit textile et de mon côté la casquette plutôt du business et coordination de projet, quoi. Alors là, tout d'un coup, il y a plusieurs questions qui se bousculent. Alors déjà, c'est cette rencontre avec Gaël, parce que Ouais. du coup, vous êtes retrouvés déjà en complémentarité, en symbiose sur ce projet-là. Donc déjà, comment la rencontre s'est-elle faite en fait? Alors à la base, la rencontre, enfin, on a été mis en relation, on va dire, par des acteurs du monde associatif, Ok, justement, qui avaient pour ambition, justement, de favoriser l'émergence de projets d'entreprise tels que le nôtre. D'abord, surtout échanger un peu sur la manière dont on voyait les choses, sur pourquoi on avait un intérêt pour le projet. Quand je dis pour le projet, pour le sujet plutôt de la contraception ouais, thermique, parce qu'il n'y avait pas de projet à l'époque. Et on est resté en contact comme ça pendant plusieurs mois avant en fait, d'abord de mon côté, je décide de quitter mon entreprise pour porter un projet d'entreprise sur le sujet et qu'assez rapidement, Gaëlle se dise qu'en fait, de son côté, elle avait quand même une graine qui était restée depuis son diplôme où elle avait créé ce boxeur, qui était de se d'accord. dire qu'elle aurait bien aimé le porter un peu plus loin, mais qu'elle ne savait pas forcément trop comment, etc. Enfin, voilà, et donc on s'est dit, bon, voilà, elle a quand même une expertise forte sur ces sujets. De mon côté, pareil, moi, je ne sais pas comment on crée un boxeur, donc je sais pas, Mm. enfin, moi aussi, je ne sais pas trop comment, d'un certain point de vue, et donc on a vraiment une complémentarité forte. Donc au fil des échanges, on s'est dit, voilà, en fait, ça marche bien, quoi. On a vraiment quelque chose à s'apporter, elle à moi et moi à elle, pour faire que ce projet marche. Donc, Très bien, comme quoi il y a des très belles rencontres comme ça qui se font et voilà, qui peuvent changer une vie presque. Donc c'est ouais, magnifique. carrément. Parce que c'est sûr qu'un projet comme ça, c'est un projet engageant, on va dire. Ah totalement, totalement. Alors là, du coup, ma question suivante, ça va être donc dans l'objet en lui-même, sur ce mécanisme justement de contraception thermique, comment ça fonctionne en fait précisément? Le principe de la contraception thermique, il a été développé dans les années 90, 80-90 au Ah quand CHU de même. Toulouse. C'est un médecin français, en fait, principalement, qui a travaillé dessus, qui était lié à des milieux militants déjà, hein, sur le sujet. Il y avait à Ok. la fois des gens qui essaient de développer des contraceptions hormonales, qui existent, hein, d'ailleurs. On peut se contracepter avec des hormones quand on est un homme. Mais pour le coup, c'est quand même encore plus confidentiel et il y a des effets secondaires associés aux hormones, ce qui est le cas aussi pour les hormones féminines. Mais bon, Mhm. mais en l'occurrence, là, du coup, je trouve qu'il y a quand même un intérêt particulier à la contraception thermique. Donc voilà, ça a été développé dans les années 90. Et le principe, du coup, de cette contraception, c'est de se dire que la chaleur, en gros, empêche les testicules de produire des spermatozoïdes. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est connu depuis assez longtemps. Là, l'innovation, on va dire, qui a été apportée par ce médecin dans les années 90, c'est de se dire, en fait, on peut utiliser peut-être la chaleur corporelle. Les testicules, en temps normal, ils sont dans le scrotum, donc ils sont un peu à l'extérieur du corps, Ouais. et leur température est régulée notamment par les mouvements justement que va faire le scrotum en fonction de la température extérieure pour rester à une température qui est quelques degrés en dessous des 37 degrés de la température corporelle. Si on les rapproche du corps, si on vient les plaquer contre le corps, leur température du coup se rapproche de 37 degrés. Ce qu'a vu ce médecin, c'est que cette température suffit pour empêcher la fertilité du coup de l'homme. Et donc tout simplement, notre boxeur, en fait, il vient plaquer les testicules contre le corps. En l'occurrence, c'est un boxeur qui extérieurement est vraiment un boxeur normal, on va dire. Il y a une poche, un peu comme une poche kangourou, ce qu'il y a déjà sur un certain nombre de boxeurs aussi, qui permet d'accéder à un système à l'intérieur qui lui vient du coup maintenir les testicules en position haute, quoi. Pour mettre en œuvre cette contraception, il faut que les testicules soient en position haute tous les jours, toute la journée, l'équivalent d'environ entre 14 et 16 heures par jour. Il y a un petit temps pour mettre la contraception en marche, Mhm. parce que en fait, les testicules produisent donc en continu des spermatozoïdes et les spermatozoïdes sont ensuite stockés dans le corps et leur durée de vie dans le corps masculin, c'est d'environ 3 mois.
il faut attendre environ 3 mois pour que les stocks, on va dire, de spermatozoïdes vivants soient complètement écoulés et donc que la contraception soit efficace. Donc au bout de 3 mois, on fait un spermogramme, ça c'est très important, pour confirmer qu'effectivement on est bien contracepté, qu'on n'a plus de spermatozoïdes, suffisamment peu de spermatozoïdes, parce qu'on n'a pas besoin de tous les éliminer. Il y a un seuil qui est défini. Une fois qu'on a confirmé qu'on est contracepté, on continue de porter son boxeur. On peut évidemment l'enlever pendant la journée un petit moment, et puis on le porte du coup un peu plus longtemps le soir, sans problème. Éventuellement la nuit si on a besoin de compenser des temps plus importants. D'accord. Et pour le spermogramme, du coup, il faut aller voir un urologue ou il y a même un sorte de kit dans le pack que vous proposez? Déjà, aujourd'hui, on propose rien parce que on est vraiment en début, enfin début, ça fait quand même 2 ans, hein, je vous le disais, euh, mais on est quand même en début de parcours entrepreneurial et Ok, on parle d'un projet de medtech, donc enfin, c'est le développement d'un dispositif médical. Il y a des contraintes réglementaires qui sont hyper fortes, c'est-à-dire d'accord. que enfin, on peut dire d'un côté heureusement parce que ça a quand même un impact assez fort sur la santé de la personne qui l'utilise. Alors en l'occurrence, c'est pas tellement d'impact négatif sur la santé, mais malgré tout, on a besoin de garantir une certaine fiabilité et d'être sûr que la personne qui pense être contraceptée est effectivement contraceptée. Donc on peut se dire que la réglementation est quand même là pour protéger les personnes. Mais donc on a encore des essais cliniques à mener, enfin un essai clinique à mener, mais avant de pouvoir commercialiser, donc c'est pas tout de suite. Donc aujourd'hui, on propose rien. Mais pour autant, même si on se projette, pour faire un spermogramme aujourd'hui, ou si on se projette, ou si on regarde les personnes qui mettent déjà en œuvre une contraception de ce type, on a besoin d'aller dans un laboratoire Ok, pour faire un prélèvement de sperme. Donc soit il y a des laboratoires qui acceptent sans ordonnance, ça coûte une trentaine d'euros en France, on a pas mal de chance de ce point de vue-là. Il y a des pays voisins où c'est plutôt 150 euros. En ah, quand France, même. c'est plus raisonnable. Et en plus, si on a une ordonnance, c'est remboursé par la sécurité sociale D'accord. en grande partie et par les mutuelles quand on a une mutuelle sur la charge, sur le reste à charge. Donc c'est relativement simple de ce point de vue-là. Après, il y a deux choses sur ça. C'est premièrement le contexte du laboratoire, c'est pas forcément hyper sympa. Donc on réfléchit aussi à des solutions et on n'est pas les seuls, mais pour faire des prélèvements chez soi. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires, selon la ville où on habite, il y a quand même des fortes disparités sur ces sujets. Typiquement, à Paris, c'est hyper simple de trouver un laboratoire qui permet de faire un spermogramme. Si on va dans la plupart des villes, en fait, en dehors de Paris, ça peut être plus compliqué. Il va y avoir moins de laboratoires, il va falloir Oui, prendre des rendez-vous en malheureusement. avance. Donc, selon les géographies, ça peut être plus ou moins compliqué, mais c'est des sujets du coup sur lesquels on travaille et on n'est pas les seuls et il y a d'autres structures qui travaillent sur ce sujet. En fait, je pense que la contraception masculine en général c'est en développement. On le voit aussi avec le nombre de vasectomies qui explose vraiment en France ces dernières années. D'accord. Et dans le cadre des vasectomies, on a aussi besoin de faire un spermogramme pour confirmer que la vasectomie a bien fonctionné. C'est très important. Et pareil, au bout de 3 mois, hein, c'est la même chose. Et donc, en fait, la demande en spermogramme, je pense, augmente assez fortement. Et voilà, donc c'est un sujet sur lequel ça va être de plus en plus simple. Ma question suivante, ça va être plus par rapport au regard du grand public. On ne va pas s'en cacher, hein, le fait de toucher à voilà, tout ce qui est contraception masculine, on va dire, bah, on touche un peu à la virilité de l'homme, je mets les guillemets, parce qu'il est un peu inculqué dans notre société. Comment vous arrivez à toucher la cible, en fait, de vraiment sensibiliser au fait que, bah, en fait, déjà, on est sur un produit qui est totalement sécure, qui ne va pas impacter leur santé et que, en fait, c'est un moyen de contraception simple, comme là j'ai pu l'entendre récemment, une pilule contraceptive masculine sans effet secondaire en plus qui est sortie. Donc comment arriver à les sensibiliser à ça et pour que ben, en fait ils puissent justement prendre ça en masse. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, enfin, déjà, juste pour rebondir sur la pilule, il y a un essai clinique qui s'est terminé effectivement il n'y a pas très longtemps sur 16 patients, donc c'est pas énorme non plus. Mais la pilule, malheureusement, n'est pas encore disponible Ouais. pour les personnes qui le souhaitent. Mais bon, ça devrait arriver dans les années prochaines, mais on ne sait pas encore forcément exactement quand. Mais espérons à horizon 2030 peut-être. Mais effectivement, il y a un vrai sujet de mentalité, je pense, qui évolue déjà un petit peu, qui doivent continuer à évoluer, je pense, en tout cas Mhm. j'espère. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui,
et du coup, même pour moi, hein, si on regarde enfin, mon expérience, mais c'est le cas de beaucoup de personnes avec qui on peut échanger, les personnes qui mettent en œuvre une contraception aujourd'hui, souvent, c'est leur compagne qui est à l'origine de leur décision. Aujourd'hui, on ne va pas forcément considérer la contraception masculine comme une contraception par défaut. Et ça, honnêtement, je pense que ça va prendre un bon moment avant que ça change. Ouais. Donc c'est plutôt parce qu'on a une difficulté avec la contraception féminine qu'on va essayer de trouver des solutions et qu'on va donc tomber sur une contraception masculine. Enfin, nous, en tout cas, dans notre projet entrepreneurial, on le prend un peu comme un acquis, malheureusement. Encore une fois, en espérant que ça changera. Oui. Et donc, ce qu'on veut, c'est déjà, à minima, on puisse, que les médecins puissent parler de la contraception thermique à toutes les personnes qui sont soit dans une impasse contraceptive, soit qui sont en réflexion pour mettre en œuvre une contraception. Ça peut être, par exemple, justement dans un parcours de grossesse où la question de la contraception à la reprise de couche va se poser. Nous, notre premier objectif, ça va être de passer par les médecins, aussi parce qu'on a besoin vraiment de rassurer sur l'efficacité. C'est une Oui. méthode alors qui en France est un petit peu connue, la contraception thermique, mais ça reste malgré tout marginal et même si les gens ont déjà entendu parler, de là à se dire oui c'est fiable et oui je suis ok pour la mettre en œuvre, il y a quand même un sacré pas. Mais donc on pense qu'on a quand même vraiment besoin de rassurer sur l'efficacité les utilisateurs potentiels et aussi potentiellement les compagnes, même si philosophiquement, enfin, on nous pose souvent la question, ok, est-ce que les femmes vont être prêtes à laisser la charge de la contraception? Est-ce qu'elles vont avoir confiance? Est-ce qu'elles vont pas se dire qu'il va Ouais. oublier, etc. Moi, enfin, la question philosophiquement me gêne un petit peu parce qu'on pose pas trop la question dans l'autre sens, c'est que, enfin, il n'y a pas de raison de se dire, bah, enfin, je veux dire, ok, très bien, si ta compagne n'a pas confiance dans le fait que tu mettes ton boxeur. Bon, déjà, c'est un peu bizarre quand même parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même que tu n'es vraiment pas très sérieux si tu n'arrives pas à créer ce niveau de confiance. Ouais. Mais en plus, la question, c'est pas tellement ça. La question, c'est toi, personnellement, en tant qu'homme, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Si la réponse est non, bah, mets en œuvre ta contraception, quoi. Enfin, voilà. Et puis, si ta compagne n'a pas confiance, bah, éventuellement, elle peut aussi avoir une contraception. C'est très bien d'ailleurs de doubler les contraceptions Ouais, parce en qu'il y a quand complémentarité. même beaucoup d'échecs de contraception. Donc, mais bon, ça, c'est des choses, enfin, effectivement, qui ne sont pas forcément aujourd'hui des réflexes qui sont. Ça, c'est pas des questions telles qu'elles sont ancrées dans les mentalités. Peut-être le premier moyen, en tout cas, sur lequel on a envie d'insister, c'est justement la question de la confiance dans l'efficacité Ouais. pour les hommes et pour les femmes. Et pour ça, on veut passer c'est pour ça qu'on veut en faire un dispositif médical en fait, et qu'on veut passer par des circuits médicaux. Enfin, au-delà du fait que normalement la réglementation l'impose, mais aujourd'hui, pour aller dans une association se fabriquer son dispositif, enfin, il faut quand même s'être beaucoup renseigné soi-même. Enfin, ça demande des efforts importants, et donc c'est sûr que il y a plein de gens qui peuvent pas faire ça, Ouais. enfin, qui peuvent pas prendre le temps de faire ça et qui vont pas avoir confiance dans le fait d'aller dans une association. Et, enfin, et ça peut se comprendre pour, euh, pour mettre en œuvre leur contraception. Donc, premièrement, voilà, en faire un dispositif médical, passer par des circuits de distribution médicalisés, donc faire en sorte que les médecins soient convaincus pour en parler à leurs patients et à leurs patientes, et passer par des pharmacies pour distribuer le dispositif en lui-même. Et enfin, justement, la forme du dispositif, le fait que ce soit un boxeur, ça, pour moi, ça augmente quand même le niveau de confiance que peuvent avoir les utilisateurs et leurs partenaires dans le fait qu'il n'y aura pas d'oubli, parce qu'on rajoute rien en fait à la routine quotidienne. Et je pense enfin, autant on peut se dire, bah, on n'aime pas trop porter des sous-vêtements et du coup ça convient pas très bien. Ouais. Par contre, on n'oublie pas de mettre son sous-vêtement. Enfin, parfois on ne veut pas le mettre, mais on En n'oublie pas. général, non. Donc c'est aussi un moyen de créer la confiance, la forme du dispositif qu'on propose. D'accord. Alors, deux autres questions. Je voulais savoir, bah, tout comme la contraception féminine, c'est pas bon, ça fonctionne très bien, mais pas à 100%. Je voulais connaître la proportion d'efficacité sur le boxeur. Et aussi, comme vous disiez que vous voulez en faire un dispositif médical, est-ce qu'il y a l'ambition aussi de travailler avec la sécurité sociale et que ça soit soit partiellement ou intégralement remboursé peut-être? Ouais. Alors, sur la première question, par rapport à l'efficacité, Oui, aujourd'hui, on a 2 sources d'informations, sur l'efficacité de cette contraception. La première, c'est les essais cliniques qui ont été menés au CHU de Toulouse, ok. donc dans les années 90, vraiment à l'origine de cette méthode. Il y a eu des essais sur assez peu de patients, c'est assez onéreux de mener des essais cliniques. Il y a eu une cinquantaine de patients, sur lesquels il y a eu des essais cliniques, et sur ces 50 patients, il y a eu une grossesse.
D'accord. Si, en l'occurrence, la personne en question avait arrêté pendant plusieurs semaines de porter son dispositif. Donc, la grossesse est, on va dire, logique. C'est pas du tout lié. Enfin, quand on regarde l'efficacité des moyens de contraception, en général, on distingue deux chiffres. Il y a l'efficacité en utilisation parfaite et il y a l'efficacité en utilisation réelle. C'est vrai, ouais. En utilisation parfaite, du coup, c'est plutôt rassurant parce qu'il n'y a pas eu de grossesse. Et en utilisation réelle, ben, il se trouve qu'effectivement, il y a une personne qui avait arrêté de porter son dispositif. Donc, mais et en l'occurrence, alors statistiquement, ça vaut pas grand-chose, mais quand on calcule l'efficacité d'un contraceptif, on va regarder quel est le nombre de grossesses qu'on va avoir sur 100 personnes qui utilisent pendant un an la moyenne de contraception. Donc là, si on prend les 50 patients et qu'on regarde combien de temps ils ont mis en œuvre la contraception en question, et qu'on regarde cet échec, on a 2,5% d'échecs sur une année pour Ouais, 100 couples, on va dire, qui utilisent la contraception, ce qui est en réalité très peu. La pilule, par exemple, c'est 8% exact. d'échecs en situation réelle. Le préservatif, c'est 15% d'échecs en situation réelle, enfin 12 à 15%. Le retrait, c'est 22% d'échecs. Donc 2,5, c'est déjà très bas. Après, statistiquement, 50 patients, ça vaut pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes quand même. Après, l'autre élément qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il y a une enquête qui est sortie, une thèse de médecine d'un médecin d'une médecin qui s'appelle Manon Guidarelli, qui a sorti sa thèse en 2023, où elle a interrogé 1000 personnes qui avaient utilisé pendant au moins 6 mois la contraception thermique. D'accord. Elle a trouvé 6 personnes qui étaient à l'origine d'une grossesse dans le cadre de l'utilisation de cette contraception. Si à nouveau on rapporte au nombre d'années d'utilisation, etc., ça fait un indice de Pearl qui est plutôt de 0,5%, donc encore plus bas, 0,5, c'est-à-dire 0,5% de chance d'avoir une grossesse. Donc c'est un chiffre qui est très bon. Et à nouveau, il se trouve que l'ensemble des 6 personnes en question n'avaient pas respecté le protocole et en particulier, en fait, n'avaient jamais confirmé leur contraception avec un spermogramme. D'où l'importance vraiment de mettre en place ce spermogramme de contrôle. D'accord. Donc ça, c'est pour l'efficacité. Donc globalement, une efficacité qui est quand même plutôt très bonne, dans le sens où, sur tout ce que je viens de dire, il n'y a aucune personne qui a parfaitement respecté le protocole dont on sait qu'elle a été à l'origine d'une grossesse, avec malgré tout des cohortes relativement importantes au total. Le deuxième élément, c'est sur du coup la sécurité sociale et le remboursement potentiel. Exact, ouais. En fait, dès le début de commercialisation, on va déjà pouvoir bénéficier du remboursement partiel de certaines mutuelles. Donc, il y a des mutuelles Ah, très qui bien. déjà aujourd'hui remboursent les contraceptifs, y compris les contraceptifs non remboursés. Donc ça concerne quand même une petite partie des personnes parce que c'est les personnes, déjà, il faut avoir une mutuelle et en plus, il faut avoir certaines options sur la mutuelle. Ouais. Donc, mais déjà, ça facilitera, on va dire, l'accès à cette contraception. Et sur la sécurité sociale, on espère, en fait, c'est pas automatique. Enfin, c'est des démarches supplémentaires qui prennent plusieurs années en général Ouais. après l'autorisation de mise sur le marché, enfin, ou en l'occurrence, on appelle ça le marquage CE d'un dispositif médical. Donc voilà. Après, on espère que le contexte politique sera favorable. Aussi, Par ouais. exemple, ce qu'on a vu il y a quelques années, une décision d'Elisabeth Borne pour que les culottes menstruelles et les protections menstruelles en général soient remboursées. Alors malheureusement, c'est toujours pas en œuvre, mais pour autant la décision politique a été là, et donc on espère nous aussi qu'on pourra bénéficier d'un soutien politique et on sait qu'il y a des partis qui sont favorables à notre projet, Ouais. donc voilà, Tant on mieux. verra quel sera le paysage à ce moment-là. Je sais que ça fait, on va dire que l'entreprise reste jeune, mais est-ce qu'il y a peut-être, que ça soit dans la conception, dans la réflexion, une anecdote que vous aimeriez partager? Enfin, une anecdote en tant que telle, j'en ai pas forcément, mais un élément quand même que je trouve assez intéressant sur l'expérience entrepreneuriale, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à débloquer ou sur lesquelles on a pu avancer, pas du tout de la manière dont on l'avait forcément initialement prévu et qui dépendent de rencontres, on va dire, qui sont assez aléatoires, quoi. OK. Donc, typiquement, on a des partenaires industriels aujourd'hui avec lesquels on travaille. Bah, ça dépendait de vraiment pas grand-chose, quoi. Le fait qu'ils acceptent ou pas de travailler avec nous, enfin, et juste du coup des rencontres et des discussions avec certaines personnes peuvent vraiment changer le cours et la trajectoire d'un parcours, enfin, d'une entreprise, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un élément, et je pense notamment du coup à la rencontre avec les partenaires industriels avec lesquels on a travaillé, à des rencontres avec des entrepreneurs qu'on a pu avoir, enfin, voilà, qui ont pu débloquer des situations et nous permettre d'avancer. Donc c'est pas une situation hyper spécifique, mais c'est quand même un constat général sur le parcours d'entrepreneur. En tout cas, déjà ce que je peux en tirer comme conseil, hein, c'est vraiment
d'essayer de s'entourer au maximum et d'essayer de multiplier les contacts, les prises de Ouais, contact, totalement. parce qu'on ne sait jamais en fait ce sur quoi ça peut déboucher. Et même si on n'a pas d'attente immédiate voilà, d'une relation, et bon, de toute manière, enfin, c'est pas génial. Enfin, c'est mieux d'avoir des relations avec les gens sans attente, forcément intéressés sur le moment, mais d'autant plus en fait, on se rend compte que en plus, ça peut vraiment aider dans un parcours entrepreneurial. Donc essayer de s'entourer, même si ça peut être pas hyper naturel. Enfin, moi, j'ai une nature qui est pas forcément hyper extravertie, mais voilà. Alors, au vu de votre position et puis aussi surtout du projet que vous portez, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat féminin, à votre sens? C'est une question qui est quand même hyper large, je trouve. Raison de plus de dire ce que vous voulez. J'ai l'impression, déjà qu'il y a trop peu, à mon sens, de femmes entrepreneuses. Enfin, ça, c'est plus un constat, quoi, Ouais, dans les équipes fondatrices aujourd'hui. Enfin, même si on regarde, que ce soit dans les entreprises à succès, où on voit, enfin, oui, on peut avoir des chiffres, quoi, sur le Next 40, enfin, voilà, les 100 ou les 120 aussi, plus futures, probablement plus grosses startups, où voilà, on voit qu'il y a quand même assez peu de femmes dans les équipes dirigeantes. Mais qu'en fait, pas parce que ces startups y arrivent moins bien quand il y a une femme dans l'équipe dirigeante, mais parce que déjà à la base, en fait, il y a trop peu de femmes qui se lancent, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et parce que, et là, c'est pas forcément des constats personnels, mais c'est plus de ce que je vois et ce que je lis, c'est que l'accès au financement, par exemple, est beaucoup plus compliqué tout à fait. quand on est une femme. Et c'est dommage. Dommage pour plusieurs raisons. Premièrement, factuellement, il se trouve que les entreprises qui ont des femmes dans l'équipe dirigeante réussissent mieux que les autres. Donc, c'est d'autant plus aberrant, en fait, et ça montre d'autant plus que il y a quand même des limites fortes au système capitaliste et que les choix qu'on fait sont pas forcément hyper rationnels, quoi. Et c'est aussi dommage parce que, enfin, je pense que, enfin, il y a la question homme-femme, mais il y a la question plus générale de la diversité. Et à mon sens, on gagne quand même à être dans une société et dans un environnement où on a des personnes qui portent des projets qui ont des parcours variés, justement, complémentaires, des positions, des points de vue qui vont être différents. Et autant je ne vais pas forcément avoir tendance à considérer que il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes sur ce que les personnes peuvent apporter parce qu'elles sont hommes ou parce qu'elles sont femmes, Oui, en tout cas à la base, même si les parcours de vie font qu'il y a quand même des façons d'être qui sont différentes. C'est une diversité parmi d'autres, on va dire, la diversité de genre, et du coup, avoir des barrières aussi fortes qui empêchent une partie de la population d'entreprendre, ça me semble dommageable pour tout le monde, quoi. parce qu'en plus, vous êtes l'exemple typique où en fait vous êtes un binôme masculin et féminin. Est-ce que vous avez vécu justement ces différentes prises de considération? C'est-à-dire, de par, si par exemple c'est Gaël qui va pour pitcher le projet ou si c'est vous qui allez pitcher le projet, est-ce que justement il y a cet écart qui a été perçu? On l'a pas factualisé en tout cas, pour être honnête. Ok. On arrive à identifier aujourd'hui, nous, des structures de soutien à l'entrepreneuriat féminin dont on peut ensemble bénéficier et dont Gaël peut bénéficier aussi de son côté selon les structures, mais grâce au fait qu'on soit une équipe mixte, donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui est quand même, enfin, qui peut être valorisé en un sens. Les barrières extérieures, on a du mal à les factualiser quand même. Enfin, je pense que forcément dans le comportement des personnes, potentiellement, oui, peut-être que si Gaëlle va pitcher, elle va pas avoir les mêmes retours que si je vais pitcher. Surtout sur un sujet comme le Euh, vôtre. Comment? Surtout Oui, sur un sujet comme le alors, vôtre. par contre, ce qu'on observe vraiment, pour le coup, c'est des retours différents quand on pitch auprès de femmes ou auprès d'hommes. Mais Bah là, ouais. c'est un peu différent. Mais là, c'est très, très net, quoi. Et peut-être le manque de chance qu'on peut dire qu'on peut avoir, c'est que si on regarde la répartition des richesses en général, elle est quand même assez concentrée dans les mains de personnes qui sont des hommes relativement âgés et qui probablement enfin pour beaucoup en tout cas, se sont pas tellement posé les questions qu'on essaie de poser ici. C'est plus, en tout cas, dans le retour extérieur des différences genrées, ça c'est clair qu'on en a, mais ce serait intéressant d'interroger Gaël, et je ne l'ai pas fait avant le podcast pour avoir son avis, parce qu'il serait certainement assez différent du mien, et parce que je pense que quand on vit les choses aussi, voilà, on les perçoit peut-être mieux. Est-ce que vous auriez peut-être une recommandation à nous partager pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou qui nous visionnent? Ouais.
Alors, il y en a une déjà que j'ai partagée et que je vais répéter du coup parce que je pense qu'elle est vraiment importante, hein, mais c'est de s'entourer, c'est de multiplier les rencontres parce que parce que c'est ce qui va vous ouvrir des opportunités pour développer votre activité. C'est aussi ce qui va élargir, je pense, votre spectre de la manière dont vous allez voir les choses et vous allez peut-être vous-même, même au-delà de se dire rencontrer une personne qui peut vous apporter quelque chose, mais aussi vous-même changer votre manière de voir les choses et peut-être améliorer votre projet grâce à une rencontre. Donc ça, je pense que c'est très important. L'autre, peut-être, c'est pour les personnes qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui hésitent à entreprendre. En tout cas, c'est de foncer. Après, évidemment, il ne s'agit pas de se mettre en danger, mais je trouve que, j'ai l'impression qu'en France, on a quand même beaucoup de structures pour nous Tout accompagner et à fait. pour limiter les risques, on va dire, liés à l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi je trouve que c'est une entreprise, c'est une aventure, je veux dire, hyper engageante, mais on a vraiment l'impression de faire quelque chose, d'apporter quelque chose à la société, et ça donne du sens à notre vie professionnelle. Alors on peut évidemment trouver du sens à sa vie professionnelle en dehors de l'entrepreneuriat, mais bon, je pense qu'il y a quand même un goût particulier Tout à fait. cette, à ça. Donc voilà, s'entourer, foncer, et peut-être après, ça va un peu avec foncer aussi, mais ne pas essayer de faire des choses parfaites, quoi. Il vaut mieux faire les choses que de trop les fignoler. Finalement, ça peut aussi, à mon avis, faire échouer des projets que de passer trop de temps à vouloir, même si on a envie de produire quelque chose de parfait. Mais bon, c'est pragmatiquement, il vaut mieux pas, je pense. Je suis tout à fait d'accord, sachant qu'il n'y a rien de parfait et qu'à vouloir toujours perfectionner, on se lance jamais et au final, voilà, on passe à côté. Et la dernière question, quel homme dirigeant ou entrepreneur vous recommanderiez pour un prochain épisode de notre podcast? J'avais pas forcément pensé à des dirigeants ou des entrepreneurs parce que je m'étais dit que ça pouvait peut-être valoir le coup d'élargir aussi un peu le type de profil qui venait. Moi, je serais intéressé en tout cas par les perspectives j'ai pensé à trois personnes, on va dire. La première, c'est Olivier Marpeau. Je sais pas si vous voyez, c'est mon gynéco. Qui du coup, en l'occurrence, dans sa vie professionnelle, voit beaucoup de femmes. Alors bon, forcément, j'ai pensé à lui aussi parce qu'il est lié à mon activité, Ouais, mais toujours est-il que c'est du coup quelqu'un qui est au contact de beaucoup de femmes, qui est un homme, d'accord, et donc à mon avis, son regard sur un sujet qui est du coup pas le sujet de son activité, mais sur quand même le sujet de c'est l'entrepreneuriat vrai, féminin pourrait peut-être être intéressant. Donc d'accord. voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Et l'autre, c'est Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain, c'est les deux journalistes qui ont écrit la BD Les Contraceptés. Ils ont écrit une deuxième BD plus récemment qui s'appelle L'arnaque des nouveaux pères, que je conseille aussi, D'accord. qui d'ailleurs met en avant un des freins probables, à mon avis, à l'entrepreneuriat féminin aussi, qui est le fait que les tâches domestiques, la répartition des tâches domestiques est toujours extrêmement inégale. Donc forcément, si on a beaucoup plus de choses qu'on doit gérer en dehors de sa vie pro, c'est plus difficile d'avoir une vie pro hyper engageante comme l'entrepreneuriat. Donc je pense que ça, c'est un frein fort qui est externe aux femmes. Et donc voilà, en tout cas, ils ont travaillé sur le sujet du coup des inégalités entre les hommes et les femmes dans la sphère domestique Ouais. principalement. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir leur regard sur la question de l'entrepreneuriat aussi. Bah, c'est noté. On va les contacter, hein, ils seront dans notre prochain épisode. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Mathieu. C'était vraiment un plaisir et puis on en apprend en plus, donc c'est encore mieux. Merci beaucoup à vous, Déby. Merci pour ce que vous faites à travers ce podcast et puis plus généralement avec Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour le soutien et merci à toutes et à tous pour cette écoute, pour nous avoir visionnés et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast Où sont les hommes? Bonne journée à tous. Où sont les hommes, les alliés pour un monde nouveau? Dites-moi où sont les hommes, les hommes,